de vos émissions. C'est maintenant avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Très bonne journée. J'ai toujours... Bon, allez, pour l'année prochaine, je vais vous trouver un nouvel indicatif. Sois sérieux comme toujours. Mais il est très bien ton indicatif, moi je le trouve bien. Ah bon? Et il y en a beaucoup qui l'aiment. Mais qui l'aime pas? Bah, il y avait S'il y a une personne sur 50 000, Oui, non, c'est pas d'ancienneté de toute façon. On peut changer un jour. Tout se change. Ah oui, ça. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité et bienvenue au bar de l'économie. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe, mon fidèle compagnon à la technique. Vous pouvez nous suivre en FM sur Radio Anguin 98.fm ou alors en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie bien sûr. Et puis vous nous retrouverez comme d'habitude sur notre chaîne YouTube ou alors sur notre plateforme, c'est nouveau, bardeléconomie.fr. Alors aujourd'hui, création en berne, commerce, cookies sur Internet, RGPD, voilà beaucoup de sujets et bien sûr les infos du jour. Et pour parler de tous ces sujets et commenter l'actualité, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Laurent Gage. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour aux auditeurs. Vous êtes le président de l'Union des commerçants d'Anguin-les-Bains, période très difficile pour eux, comme pour les artisans, les indépendants et plein d'autres chefs d'entreprise. Et vous êtes aussi conseiller délégué à la ville d'Anguin en charge du marketing territorial. Vous avez choisi la Poste pour faire du click and collect avec Ma Ville, Mon Shopping. Et puis le 27 novembre, la chaleur revient dans la ville, les illuminations vont démarrer. À nos côtés également Grégoire Anquier, bonjour. Bonjour Florence et bonjour à tous nos auditeurs. Vous êtes directeur juridique, conformité et affaires publiques chez Data Legal Drive, une start-up de la Legal Tech, puisque vous éditez un logiciel de pilotage de la conformité RGPD. On en parlera, mais pas que, parce que ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, c'est de parler de la CNIL, qui a publié ses recommandations, j'en ai parlé il y a déjà pratiquement 3 semaines, sur l'utilisation des cookies et le consentement à la publicité ciblée sur Internet. Donc avec vous, on aura plein de bons conseils parce que franchement, se faire spammer, on n'en peut plus. Alors, nous rejoindrons ensuite Pascal Boniface, notre expert international. Je vous l'avais promis cet entretien, eh bien ce sera, j'espère, pour aujourd'hui, avec Eric Orsena sur les grands défis de ce monde. Et Dieu sait s'il y en a. Mais tout d'abord, bien sûr, les infos du jour. Et honneur au chef de l'État, les 4 dates clés donc qu'il a annoncées hier, eh bien 28 novembre, 15 décembre, 20 janvier et 3 février, pour alléger le confinement de manière progressive. Voilà ce qu'on peut retenir de l'allocution du président de la République, qui en appelle tout de même à la responsabilité de chacun. Alors le 28 novembre, réouverture des commerces dits non essentiels, c'est-à-dire les librairies, les magasins de vêtements, mais aussi les agences immobilières, ce n'est qu'un exemple bien sûr. Le droit de sortie est également élargi, une attestation est toujours obligatoire dès qu'on se l'éloigne à plus de 20 km. Le 15 décembre, levée du confinement, mais un couvre-feu sera mis en place de 21h à 7h du matin. Et les fêtes de fin d'année avec toute la famille, c'est permis, si le nombre, bien sûr, de contaminations descend à 5000 par jour, de 5000 par jour, à environ 2500 à 3000 personnes, parce qu'il y a toujours 3000 personnes en réanimation en ce moment. Ensuite, levée du confinement envisagée, évidemment, je pèse mes mots, le 15 décembre. Un couvre-feu donc toujours de 21h à 7h du matin, avec exception pour les soirées du 24 et du 31, où la circulation sera libre, tout comme bien sûr le 1er ou le 25, il faut bien rentrer si vous partez en province dans la famille. Le 20 janvier, si les objectifs sanitaires sont atteints, un quasi-retour à la normale. Les salles de sport à ce moment-là et les restaurants pourront rouvrir à cette date si cela est essentiel. Alors certains m'ont posé la question, je vous le dis tout de suite. Théâtres peuvent ouvrir dès le 28 novembre, les cinémas aussi. Mais par contre, donc je répète, restaurants et salles de sport, ce sera seulement pour le 20 janvier. Rendez-vous ensuite fin décembre pour la campagne de vaccination qui pourrait débuter pour les personnes les plus fragiles sous réserve de validation par les autorités sanitaires.
le chef de l'État a précisé qu'il ne souhaitait pas la rendre obligatoire, mais attention si vous voyagez, surveillez bien les compagnies aériennes car certaines vous obligeront à être vacciné si vous voulez prendre leur compagnie. Alors, donc, ensuite, eh bien, ce sera bien sûr la dernière date, c'est celle du 3 février. Ce seront les universités qui pourront reprendre dans les mêmes conditions. Et à partir de cette date-là, eh bien, le chef de l'État fera le point tous les 15 jours pour voir si nous pouvons reprendre de nouvelles mesures d'ouverture pour un confinement complet, ou bien si on est encore obligé, bien sûr, d'avoir pas mal de mesures de confinement. Alors, redéploiement des entreprises, ouverture des commerces. Pardon, Laurent Gage, c'est quand même, vous êtes content, j'imagine. Enfin, les commerces soi-disant non essentiels peuvent revivre normalement. Ouais, on va pas revenir sur la définition du non essentiel. En revanche, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les petits commerçants et aussi pour la tranquillité des villes, pour les centres-villes, puisqu'on va réouvrir l'entièreté des commerces. Hélas, pas encore pour les restaurateurs et les bars, mais pour tous ceux qui aimeront faire les cadeaux de Noël dans son centre-ville en toute sécurité. Eh bien oui, effectivement, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour le chiffre d'affaires et pas que pour le chiffre d'affaires, parce que finalement le mois de décembre représente pour les commerçants au début du chiffre d'affaires de la marge aussi et de la trésorerie. Ça pèse environ entre 3 et 4 mois quasiment pour certains trésoreries et de marge. Et tout le monde va essayer de limiter cette casse avec une année 2020 horribilis. Alors, certains commerçants envisagent d'ouvrir 7 jours sur 7, même jusque 22h le soir. Est-ce que ça va être le cas pour les commerçants d'Anguin, puisque vous êtes président de l'Union des commerçants? Alors, évidemment, ça va être du cas par cas. Donc après, ça dépend aussi de la législation au niveau des enseignes. Est-ce que d'abord, ils auront finalement suffisamment de ressources humaines pour pouvoir ouvrir jusqu'à des plages horaires très très élevées, jusqu'à 21h? Il y a un couvre-feu, je crois, non. Il y a un couvre-feu qui doit être encore aujourd'hui jusqu'au 18, et c'est qu'après le 18, et encore même le 18 décembre, il y a un couvre-feu, excepté le 24 et le 31. Donc quoi qu'il arrive, je crois qu'on sera... Couvre-feu 21h. 21h. Donc quoi qu'il arrive, on ne pourra pas aller au-delà de 21h. Il serait effectivement, et je pense qu'il serait important pour que les commerçants puissent, avec cette contrainte de cette jauge de 8 mètres carrés pour les boutiques, de pouvoir élargir leur plage horaire, y compris dimanche, qui deviendra peut-être une journée extrêmement attractive pour les petits commerçants. Autre question quand même très pratique. Certains, les bars et les restaurants ne peuvent pas ouvrir, mais tout de même, certains, on le voit en province, certains cafés ouvrent en proposant des cafés à emporter. Est-ce qu'on peut pas, parce que ça participe aussi à la vie d'une ville, est-ce qu'on peut pas l'envisager pour les commerçants à Anguin? Alors, il y en a beaucoup qui le font de manière individuelle, qui servent des cafés à l'extérieur. Il y a beaucoup aujourd'hui à Anguin-les-Bains de commerces de bouche qui ont fait de l'emporter, pour beaucoup, voire même majoritairement. Après, vous avez aussi le télétravail. Il y a aussi un principe de réalité, et on en reparlera du principe, mais il y a aussi un principe de réalité économique. Au moment où j'ouvre, et bien finalement je vais commencer à faire des charges d'électricité, charges du personnel, donc vous ne pouvez pas mettre le chômage partiel. Donc il y a une envie d'ouvrir et il y a un équilibre économique aussi. Et c'est vrai qu'un commerçant parfois presque intérêt à fermer totalement pour maximiser les aides de l'État plutôt qu'ouvrir à 10% de ses possibilités. On a compris que sinon, ils auraient peur de ne plus avoir les aides de l'État. Merci pour cette précision, Laurent Gage. Alors, réouverture à la limite des commerces, oui, bien sûr, mais aussi permettre un redéploiement des entreprises. C'est ça que vous avez compris, Grégoire Anquier? Oui, absolument. En fait, hier soir, en regardant le président Macron, on a vu vraiment une trajectoire qui est proposée. On a vu jusqu'à présent, en fait, un discours, on va dire, avec une vision très macro. Hier, on a eu un discours de Premier ministre avec des solutions très concrètes, donc c'était assez étonnant. Je crois que c'est rassurant pour l'ensemble des Français. Et aujourd'hui, quand je vous écoute, Laurent, on voit aussi que les commerçants, les entreprises, en fait, ont saisi en fait, le confinement comme une opportunité en fait, pour s'adapter. Il y a une véritable transformation. On parlait des bistrots, des restaurants qui se transforment, qui font évoluer en fait, leur activité. Et c'est ça peut-être qu'il faut retenir d'un point de vue positif dans cette crise quand même qui est douloureuse pour tout le monde. C'est que la France et nos commerçants, nos artisans
les professions libérales, les entreprises, je pense même aux grandes entreprises qui, avec le télétravail, se sont transformées, on a réussi quand même à faire quelque chose de positif. Donc, il faudra conserver l'expérience de cette année 2020. 2021 va être une année où en fait, on va essayer de confirmer, transformer la relation avec nos salariés, le commerce du quotidien. On peut aussi s'interroger sur la transformation digitale aussi du petit commerce. Et peut-être que là, j'ai peut-être une question vers vous, Laurent. C'est bien sûr être plus proche des commerçants, mais aussi peut-être leur apporter une solution. On parle beaucoup de click and collect aujourd'hui. Et bien justement, on va en parler avec Laurent Gledge dans quelques minutes, mais tout d'abord, on continue, si vous voulez bien, Grégoire Anquier, en tout cas merci pour cette intervention, on continue nos infos du jour, parce que je voudrais mettre à l'honneur le secteur de la culture. Je vous signale que le secteur de la culture et de la création est en berne. L'impact de la crise Covid se traduira par une baisse des recettes d'au moins 25%, 22 milliards d'euros en moins. La région Île-de-France travaille à la reprise culturelle. Je vous propose d'entendre tout d'abord le bilan et les mesures prises par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, que j'ai rencontrée il y a quelques jours. Des arts, le spectacle vivant, les libraires, les cinémas, les salles de spectacle, etc. Les concerts, les festivals. Alors vous le savez, le secteur culturel est très dramatiquement impacté par la crise sanitaire. Pendant le premier confinement, mais c'est encore le cas actuellement, tous les lieux de spectacle, tous les cinémas, toutes les librairies, tous les musées et tous les sites patrimoniaux ont été fermés. Et selon une analyse du ministère de la Culture réalisée avec le cabinet Accenture, l'impact de la crise Covid se fait évidemment déjà sentir sur la création. Et il va se traduire par une baisse moyenne des recettes du secteur culturel de 25% en 2020 par rapport à 2019. Ça représente 22 milliards d'euros en moins sur toute la France. Les secteurs les plus touchés, c'est le spectacle vivant bien sûr, avec 72% de perte de recettes, le patrimoine, 36% de perte de recettes, et les arts visuels, 31%. Alors quand on sait que l'Île-de-France concentre plus de la moitié des artistes français et qu'elle représente à elle seule 61% de la richesse dégagée par les établissements culturels français, les pertes d'exploitation causées par les fermetures seront donc considérables dans la région. 61% des recettes du secteur culturel sont chez nous. Conscient du péril et de l'enjeu, et face à une crise sanitaire sans précédent, avec Florence Portelli, nous avons annoncé dès le 13 mars des mesures importantes pour le secteur culturel. Et ces mesures s'inscrivent dans une stratégie culturelle que nous avons mise en place pour faire face aux conséquences de la crise Covid. Cette stratégie est articulée autour de 4 axes. D'abord, et je crois que c'est une singularité francilienne, nous avons décidé de maintenir à 100% les subventions régionales et les avances massives, et 100% les subventions régionales telles qu'elles étaient, même si le service culturel n'a pas été fait. Et nous avons fait, à côté de ces subventions, des avances massives de trésorerie. L'objectif, ça a été d'avancer systématiquement 70% du montant de la subvention régionale, de façon à ce qu'on puisse faire des apports de trésorerie à des structures. Et vous le savez, en Île-de-France, le gros sujet en Île-de-France, c'est les loyers. C'est les loyers, c'est les charges qui sont plus élevées qu'ailleurs. Et donc, ces avances de trésorerie sont évidemment très utiles pour toutes nos structures. Donc, maintien à 100% des subventions régionales et avances de trésorerie. Ensuite, une compensation des pertes de recettes pour le secteur du spectacle vivant, mais aussi pour les commerces culturels. Nous avons fait une aide exceptionnelle Covid-19 pour le spectacle vivant. Je l'ai dit, 72% de perte de recettes pour le spectacle vivant. Et nous avons fait une aide exceptionnelle Covid-19 pour les commerces culturels, librairies, cinémas, galeries, qui sont également très impactés par la crise. Enfin, nous avons fait un soutien spécifique au spectacle vivant privé via les lieux et les commerces culturels à se mettre en conformité avec les nouveaux protocoles sanitaires en vigueur
et favoriser la protection de tous. L'objectif, c'est qu'on puisse réouvrir vite, dans une période où le virus continuera de circuler. Nous avons aussi pensé aux artistes et aux auteurs, parce que les artistes et les auteurs, quand la création ne se diffuse pas, eh bien, ils n'ont pas du tout de recettes. Donc nous avons continué nos résidences d'écrivains, nos résidences de scénaristes, nos résidences de plasticiens, et nous avons continué aussi le Fonds régional pour les talents émergents, Forte, vous savez, 1 million d'euros de bourse donnée aux jeunes créateurs de moins de 30 ans, de façon à ce que malgré la crise, la création puisse se poursuivre. De la même façon, nous avons poursuivi et maintenu tous nos budgets d'EAC, d'éducation artistique et culturelle. Alors c'est vrai que le confinement a bloqué beaucoup d'actions, mais nous essayons de les faire à travers des dispositifs un peu différents, notamment de captation d'œuvres, mais on va en parler. Alors, nous sommes en train de travailler toujours sur cette préparation du rebond avec l'ensemble du secteur culturel et à sa demande, avec un groupe de travail spécifique monté par la région, à la reprise culturelle. La reprise culturelle, c'est pour nous l'été culturel 2020 que nous avons monté, mais l'été culturel aussi 2021 que nous avons prévu de monter. Déjà en 2020, l'été culturel avait rencontré un vif succès, mais cette année, pour nous, c'est absolument crucial de réussir cet été culturel 2021. Alors, pour préparer l'avenir, donc on a le rebond immédiat, le rebond post-confinement, et puis on a la préparation de l'avenir sur le moyen terme. Pour préparer l'avenir, nous allons amplifier notre soutien en faveur de l'investissement culturel. D'ores et déjà en 2020, on a battu tous les records avec 66 millions d'euros d'investissement culturel. Alors c'était lié notamment au transfert des réserves du Centre Pompidou à Massy. Donc nous avons eu un budget culture de 120 millions d'euros, donc moitié investissement, moitié fonctionnement. Et l'année prochaine, ce que nous ambitionnons, c'est de signer avec l'État ce qu'on appelle un contrat de plan État-région. Un contrat de plan État-région, c'est-à-dire un plan d'investissement très ambitieux, pluriannuel sur 6 ans, qui engagera la région et engagera l'État. Voilà, c'était donc Florence Portelli qui donne un bel espoir donc au secteur de la culture avec ce futur plan État-région pour l'année 2021. Alors maintenant, quelles aides et pour qui? Cette fois, c'est Florence Portelli, maire de Taverny en Val d'Oise, vice-présidente de la région Île-de-France, qui nous donne quelques détails sur les versements de ces fonds d'urgence et notamment 4,3 millions d'euros. Fonds d'urgence, donc 15 millions pour les projets impactés par la crise sanitaire et donc où le principe du 100% de versement, donc la subvention régionale versée à 100% a été voulu par la présidente de région, donc même quand les projets n'ont pas pu se réaliser, donc une dérogation totale au principe du service fait. Ainsi, on a pu aider 665 structures, avec notamment des festivals comme Wheel of Green, Rock en scène, Série, ou le théâtre Firmin Génier, ou le pôle national de cirque d'Antony, pour en citer quelques-uns. On a 1 700 000 euros qui ont été alloués à la nouvelle aide exceptionnelle Covid-19 pour le spectacle vivant. 252 structures ont bénéficié de cette aide. Donc d'un montant maximum de 8 000 euros, ça a permis de compenser toutes les pertes économiques, donc ce qui est tous les déficits de billetterie, de recettes de vente de spectacles. Et la contrepartie, c'est qu'on demandait à ces structures de privilégier l'emploi intermittent, de le maintenir pour aider l'intermittence. On a eu 1,5 million alloués à la nouvelle aide exceptionnelle Covid-19 pour les commerces culturels, tels que les librairies, les cinémas et les galeries. 295 structures bénéficiaires, 120 librairies, 101 cinémas, 51 galeries d'art et 23 disquaires indépendants, des cafés musicaux et des cabarets. Donc c'est un montant quand même maximal de cette aide de 5 000 euros et ça permet de compenser une partie des pertes d'exploitation de ces commerces culturels. Par exemple, pour donner dans les divers départements, le cinéma des cinéastes à Paris, au cinéma Pandora à Achères, le studio Aubervilliers, la galerie Marcel à Aix à Paris 20e, le disquaire Le Souffle Continu, l'Alabama Bar, les cabarets du Bout des Prés dans 78.
1 million d'euros alloués à la nouvelle aide exceptionnelle Covid-19 pour l'aménagement et l'équipement matériel de protection des lieux et commerces culturels. Parce que, comme disait la présidente, si ça reprend, il faut pouvoir être protégé. Donc, il y a 48 structures bénéficiaires, donc 35 cinémas, 12 lieux de spectacle vivant et une librairie pour un montant maximum de 35 000 euros. Donc, ça permet aux librairies, aux salles de spectacle, de cinéma, de théâtre, de financer ces aménagements qui sont très importants. Également, de pouvoir acquérir des équipements numériques. Je donne des exemples, la ferme du Buisson à Noisiel dans le 77, le théâtre et cinéma de Saint-Maur-des-Fossés dans le 94, le cinéma La Rotombe à Étampes dans le 91, ou le cinéma de la Luciole à Méry-sur-Oise dans le 95, ou encore l'Archipel à Paris dans le 75. J'ajoute que la région a financé à hauteur de 250 000 euros le fonds d'urgence du spectacle vivant, qui est géré par l'association de soutien au théâtre privé. Au total, ça fait 600 aides exceptionnelles versées pour 4 300 000 euros. Alors on peut déjà vous annoncer que ces 3 aides régionales Covid-19 à destination du secteur culturel seront exceptionnellement reconduites en 2021 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et nous préciserons ultérieurement les modalités d'accès à ces aides. Je rajoute également que deux demandes ont été faites par la présidente. La première qui commence à dater très sérieusement un courrier du 20 mai de 2020, où la présidente a demandé au ministre du Budget, notamment, de revoir une disposition du Code général des collectivités territoriales qui fait que pour aider, quand les collectivités veulent aider, par exemple, des salles de cinéma, eh bien, elles sont plafonnées à une aide à 30% du chiffre d'affaires des salles. Et la demande de la présidente était de supprimer ce plafond. Ça a été rappelé moult fois au ministère et je l'ai fait hier encore à la DRAC. Et nous réitérons cette demande qui en plus ne coûterait rien à l'État, c'est qu'on puisse amender le CGCT pour que justement on puisse percer plus à ces salles de cinéma qui en ont cruellement besoin. Autre demande qui nous a été demandée par la petite édition, c'est que le timbrage postal favorable, très favorable, qui a été décrété par les ministères et la Poste pour les librairies indépendantes. C'est-à-dire quand vous faites un envoi postal, ça vous coûte 1 centime. La présidente va demander que cette mesure soit étendue également à la petite édition, qui en a cruellement besoin. Enfin, pour le chèque numérique pour aider les librairies. Pour accompagner la digitalisation des commerces franciliens de moins de 10 salariés, la région propose le chèque numérique, qui est une aide de 1 500 euros maximum. Voilà, c'était donc les mesures d'aide et c'est important que vous les entendiez parce qu'il faut soutenir ce secteur de la culture et de la création qui vraiment est en berne et je pense qu'il va y avoir des gros problèmes pour certaines entreprises, notamment toutes celles de l'événementiel, les artistes ou ceux qui créent bien sûr. Alors on a entendu donc les aides parce que les salles de cinéma auront le droit de réouvrir le 15 décembre tout à l'heure pendant le discours, au discours du président j'ai dit le 28 novembre, non c'est le 15 décembre. Alors en culture, Laurent Gage. Oui, alors ça fait partie du marketing territorial. Bon, évidemment, on aura à la mairie un adjoint à la culture, Grégoire Penavert, et puis on a Dominique Roland, Centre des Arts. Mais juste pour résumer, c'est un enjeu et un destin croisé pour la ville, hein, évidemment. Un enjeu économique, bien évidemment, parce qu'on a des cinémas, parce qu'on a des libraires, parce qu'on a un théâtre, parce qu'on a évidemment l'école de danse. Et puis, quand j'ai envie de dire destin croisé, parce que la ville a un patrimoine. Et ce patrimoine aujourd'hui, à travers l'Office du tourisme qui pouvait être visité, à travers des rencontres, etc., là aussi, pareil, est un peu à l'arrêt. Donc c'est une source d'attractivité pour tout le monde, et pour la ville, pour ceux aux alentours. C'est aussi du bien vivre, entre guillemets, pour ceux qui habitent dans la ville d'Anguin, d'avoir ces cinémas allumés, d'avoir cette vie culturelle qui continue. Donc c'est extrêmement important. Hein. Et voilà, donc ça nous manque beaucoup. Et ça apaise aussi. Et donc là, le bon message en tout cas, c'est que ces aides vont être renouvelées pour 2021. Donc il faudra bien sûr transmettre l'information à tous ces chefs d'entreprise, évidemment. Confiance à Grégoire pour s'occuper de ça. Voilà, merci beaucoup Laurent Gage. Quel est votre sentiment, Grégoire Anquier? Alors écoutez, moi je vois que l'État se mobilise, la région se mobilise, les collectivités territoriales se mobilisent. Donc ça c'est un point positif. On peut se poser aussi la question des beaucoup d'aides, j'ai entendu énormément de chiffres. Alors peut-être c'est une discussion de comptoir, mais d'où vient cet argent derrière? Ça fait beaucoup d'argent, donc ça crée de la dette derrière. Donc qu'est-ce que la conséquence pour l'année 2021? Et au-delà de ça, moi je pense qu'au-delà de ces chiffres, il y a un effort de mobilisation en fait que doivent avoir nos concitoyens. C'est
peut-être un mot très simple, arrêtez Netflix, de regarder Netflix, arrêtez de regarder Disney+, et allez voir le spectacle vivant. Allez faire cette rencontre en fait, entre le public et le spectacle vivant. Je crois on passe des super moments pendant 1h30 devant des spectacles, et finalement on soutient par là, non pas les Américains, mais on soutient en fait ce qui fait le corps un petit peu de nos sociétés, les entreprises françaises, le spectacle vivant. Le Made in France. Exactement, je crois que c'est ça qui est important. C'est important de le rappeler. Merci Grégoire Anquier. Autre information du jour, c'est la fibre. La France sera fibrée en totalité en 2025. 20 000 foyers par jour sont installés. J'ai rencontré Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications au Val d'Oise. Voici ce qu'il dit. Pendant le confinement, pour garder le contact avec ses proches, continuer à travailler, faire de la télémédecine. Et on voulait mettre en avant l'engagement de l'État, mais aussi des collectivités, donc le déploiement de la fibre partout en France. Donc dans le Val d'Oise, on a bientôt terminé le déploiement de la fibre et montrer qu'il y a un effort important de la puissance publique sur ces sujets-là. Mais c'est aussi de l'emploi d'ailleurs pour tirer la fibre, et puis tout ce que ça porte comme emploi d'avenir. On le voit à travers la vidéoprotection, à travers le développement informatique, etc., etc. Et donc ça incarne ce que est devenu le numérique dans notre quotidien et l'importance du numérique, à la fois pour continuer à vivre et puis pour l'économie de demain. C'est un modèle, le Val d'Oise est un modèle, vous diriez ça? Alors c'est un des premiers départements qui va terminer à couvrir l'ensemble de sa zone d'initiative publique en fibre, donc c'est très important. Nous on porte un projet pour 2025 qui est de couvrir l'ensemble du territoire. Il y a des départements comme ici qui sont en avance et ça vient incarner tout ce que ça peut apporter aux habitants en termes de vie quotidienne mais également d'emploi. Alors on voit que pour les entreprises, c'est même pénalisant de ne pas avoir la fibre. Il y a encore en Ile-de-France des zones qui ne sont pas couvertes. On ne peut pas imaginer un déploiement plus rapide pour la France que 2025, alors qu'on parle en plus de 5G. Alors, on fait déjà des efforts extrêmement importants. Pour vous donner une idée, aujourd'hui la France est le pays qui a le plus de kilomètres de fibre et c'est le pays qui déploie le plus vite la fibre. Donc on maintient une pression extrêmement forte pour raccorder tous les Français. Mais en étant couvert à 100% en 2025, la France sera le premier pays européen. Notre ambition, c'est vraiment de faire de cette fibre une infrastructure essentielle, quasiment comme l'eau, l'électricité ou le téléphone aujourd'hui, parce qu'on voit à quel point c'est indispensable pour continuer à vivre et c'est indispensable pour les entreprises. On visitait tout à l'heure une entreprise qui a pu continuer à travailler pendant le confinement, qui développe ses marchés à l'export à Méry-sur-Oise parce qu'elle a réussi à être connectée à la fibre. Oui, parfois sans fibre, on ne peut pas faire le télétravail tout simplement. Exactement, la DSL c'est bien, mais on se rend compte, particulièrement pendant le confinement, que quand il y a plusieurs enfants qui suivent les cours, que les deux parents sont à domicile, qu'il y en a certains qui regardent Netflix pendant que d'autres travaillent et pendant que d'autres doivent faire par exemple une téléconsultation, la fibre c'est beaucoup mieux parce que ça permet une bien meilleure connexion. Justement, vous parliez de service universel pour la fibre dans quelques années, mais certains acteurs du secteur s'inquiétaient de cette notion de service universel de la fibre. Pourquoi ? Alors, ce qui est important pour nous, c'est de considérer que la connexion et la connexion Internet va devenir quasiment vitale. Et donc, tout comme on a déployé une infrastructure de téléphone dans les années 60-70 et qu'on a connecté tous les Français, on veut connecter tous les Français à la fibre. D'ailleurs, un jour, on retirera le fil du téléphone qui sera moins utile, mais pour pouvoir le faire, il faut connecter 100% des Français. Et donc on a une ambition et on a mis les financements qui vont en face, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on finance avec les collectivités territoriales, ici le département. Mais c'est absolument indispensable si on veut vraiment basculer dans le XXIe siècle sans avoir cette fracture numérique qui est si terrible pour beaucoup. C'est à quel horizon la fin des câbles cuivre ? Je pense que ce n'est pas encore d'actualité parce qu'il faudra, pour pouvoir tirer la fibre et retirer le cuivre, il faudrait que 100% des personnes dans une plaque soient connectées à la fibre, donc c'est pas encore d'actualité. Est-ce que vous pensez réglementer cette profession qui démarre finalement la profession de la fibre, et notamment en maintenance ? Alors, elle est déjà assez réglementée. On voit qu'il y a certains endroits où on a quelques petits problèmes liés à la sous-traitance qui est liée au mode stock. Donc, on a mené un travail assez intense depuis quelques mois avec les opérateurs et leurs sous-traitants pour résoudre ces problèmes. C'est un des premiers sujets que j'ai abordé lors de mon dernier comité de pilotage avec l'ensemble des opérateurs et les collectivités territoriales, parce qu'il n'y a pas que dans le Val d'Oise qu'on rencontre ces difficultés. Il faut rappeler d'abord que la fibre se déploie très vite et que la plupart du temps ça se passe très bien. On a quelques exemples de difficultés un peu partout, mais je pense que ça se réglera dans les mois qui viennent. On peut notamment mieux réglementer et mieux partager la charge lorsqu'il s'agit de réparer les petits dommages qui ont été faits dans un plan d'utilisation. À la fin du printemps, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur la rapidité du développement de la fibre cette année en raison du premier confinement et aujourd'hui du deuxième confinement. Est-ce qu'il y a des ralentissements au niveau national sur le déploiement de cette fibre
et des objectifs qui seraient moins atteints? Alors, on a eu longtemps des craintes effectivement liées au confinement, à la difficulté qu'avaient les opérateurs à continuer à tirer la fibre. On a fait beaucoup d'efforts, à la fois l'État en allégeant la réglementation, les opérateurs et les salariés des opérateurs qu'il faut saluer parce qu'ils ont continué à tirer la fibre pendant le confinement. Et là, on est assez optimiste pour réussir à tirer autant la fibre en 2020 qu'en 2019, malgré les 3 mois du premier confinement et le mois et demi du deuxième confinement. On devrait rendre raccordable à la fibre près de 5 millions de foyers. Cette année, 5 millions de foyers, ça veut dire que chaque jour ouvré en France, il y a 20 000 foyers qui sont rendus raccordables à la fibre. Il faut se rendre compte que c'est une opération d'infrastructure comme il n'en existe nulle part en Europe et qu'on arrive à apporter cette infrastructure vitale à peu près tous les Français. C'est toujours trop lent, c'est toujours trop long parce qu'évidemment tout le monde en a besoin et il n'y a pas un pays en Europe qui va aussi vite. Alors Grégoire Anquier, vous qui vous intéressez bien sûr donc j'imagine à la fibre, puisque vous vous intéressez notamment au RGPD et à la CNIL, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous êtes déjà abonné à la fibre? Alors, je ne le suis pas. Moi, mon confinement, je l'ai fait avec la DSL. Ça marchait très bien. Découverte des outils lors du premier confinement de Teams, la visio. Donc voilà, il y a le côté, quelquefois ça bug un peu de temps en temps, mais on y arrive. Et puis on a toujours le téléphone aussi pour se parler avec les équipes. Je crois que la démarche du secrétaire d'État Cédrico va dans le bon sens. Cédrico a bien pris conscience, le gouvernement, de faire de la fibre en fait une infrastructure essentielle. Ça, c'est le mot qu'il faut retenir. C'est très important pour notre économie. Et demain, en fait, on peut espérer que les campagnes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, avec le confinement, beaucoup de Parisiens sont partis ou ont le projet de partir pour ne pas revivre en fait la douleur qu'ils ont eue. Et on peut aussi espérer que le maillage de la fibre accompagnera aussi les campagnes. Exactement, et c'était l'objet de ma question, mais vous avez entendu, il a dit que ce sera pour 2025, toute la France. Enfin, en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas de retard. Laurent Gage, vous voulez intervenir aussi? Non, je dirais que oui, sur cette fracture, en fait, on a 3 fractures. On a une fracture à l'époque, je me souviens, de campagne politique, la fracture sociale, qui restera forte en 2021. On a la fracture numérique, et là c'est la bataille de la 5G, c'est la bataille effectivement de pouvoir, entre guillemets, fibrer la France de manière rapide. Cette fracture numérique, elle va dans le bon sens parce qu'il y a de moins en moins de zones blanches, mais bon, elle existe encore. Et là, je vais parler peut-être de fracture économique. Fracture économique, pourquoi? Parce qu'entre un commerçant qui aujourd'hui n'a pas de site internet ou n'a pas de site click and collect et dont son business model est finalement est ouvert et qu'il est fermé, donc comment il fait pour continuer son commerce? Comment il fait pour continuer son parcours client? Et là, on a une vraie fracture, parce que je crois qu'on doit être à 25 ou 30% maximum de petits commerçants qu'on décide, et encore plus un site, non pas vitrine, mais click and collect. Donc là, on a une vraie fracture économique par rapport à des Amazon. Et si on ne veut pas faire un coup sur Amazon, on va simplement parler de la Fnac et de son business model, qui a été vraiment extrêmement réaliste, puisque en même temps, il a son Fnac.com qui devient un des sites les plus visités d'Europe et en tout cas de France. Et puis à garder et à su faire que ces boutiques aient une vraie force, parce qu'en 1 heure, vous pouvez retirer ce que vous voulez dans les magasins. Et je crois que cette mutation-là, les petits commerçants, et à travers mon shopping, doivent saisir cette opportunité de cette crise de 2020 pour vraiment se transformer en digitalisation. Merci de l'avoir rappelé, Laurent Gage. Alors, il n'y a pas que la fracture numérique des commerçants, il y a aussi la fracture numérique du grand public, et c'est pourquoi d'ailleurs Cédric O a été nommé secrétaire d'État chargé de la transition numérique. C'est justement pour pallier à cette fracture du grand public. Alors, juste une petite remarque sur la fibre. Enghien était une des villes qui a été moteur sur l'installation de la fibre. C'est vrai. C'est très bien pour les attractivités de la ville et pour ceux qui veulent s'y installer. Il faut le rappeler, Enghien a été la première ville fibrée du Val d'Oise. Dernière info du jour, si vous voulez bien, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et je voulais que ce soit dit, car l'Institut Paris Région publie aujourd'hui une planche d'infographie issue d'une enquête qu'ils ont menée en 2019 auprès de 10 500 franciliens, c'est pas rien. 14% d'entre elles déclarent avoir été victimes d'agression. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site institutparisregion.fr, et puis vous allez aussi sur le site des Nations Unies, ça s'appelle
un.org et vous tapez /observance et vous aurez beaucoup d'informations. Et puis en Val d'Oise, eh bien, c'est la signature du plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est aujourd'hui en préfecture du Val d'Oise. Le tribunal judiciaire et le conseil départemental se mobilisent avec la préfecture et signent un plan de lutte contre les violences faites aux femmes pour la période 2020-2023 avec 11 institutions et associations et après un an de travail et de concertation. Donc par exemple, l'association du côté des femmes que j'avais déjà reçue d'ailleurs à ce micro et le centre d'information sur les droits des femmes et des familles s'engagent sur la réalisation de 23 actions prioritaires à mener. La mise en œuvre de chacune de ces actions permettra d'améliorer la prise en charge sociale des victimes et de leurs enfants sur les aspects juridiques, sociaux et psychologiques, ainsi que de développer la formation des professionnels de terrain. Et certains lieux qui recueillent les femmes sont tenus secrets. On va tout de suite faire notre première pause musicale et on revient dans quelques secondes. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. À cause du web. Parce que la SACEM n'arrive pas à s'accorder avec Philippe. La SACEM n'arrive pas à s'accorder avec 3 maisons d'édition, je pense que ce sont les Américains ou internationales. Et donc, quand on publie, la SACEM m'a appelé pour me dire les maisons d'édition de musique qu'il ne faut pas diffuser parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des accords avec eux. Alors, la diffusion sur Facebook en fait, c'est ça hein? La diffusion, non, Internet. sur Facebook ça va, c'est surtout sur YouTube que ça pose des problèmes. Okay. Parce que l'émission est en replay en fait. Oui. Après. Et là, il diffuse en direct. Oui. Donc malheureusement, pas d'accords internationaux et donc ça pose des problèmes. Vous enchaînez. C'est dommage. Sujet, juste après. J'enchaîne avec Laurent. Ok, super. Non, je vous écoute religieusement. Mais non. Non, mais j'avais envie de rappeler le fait que c'est vrai qu'on a été fibré rapidement. Ouais, vous avez raison de le dire. Hein. C'est vrai. Chez moi, à Neuilly-en-Thelle, ça fait longtemps que j'ai la fibre. Oui. Dans l'Oise, là, c'est une petite commune. Ça fait un petit moment que j'ai la fibre. Bah, c'est bien. Ah ouais, mais par exemple, tu vas dans le 78, tu as encore plein de petites villes qui ne sont pas fibrées. Quand on voit la taille des fichiers aujourd'hui. Bah, c'est énorme. Et vous avez réussi avec la DSL à travailler en télé. Ah ouais, complètement, ouais. Franchement, ouais. Avec la DSL. Avec la DSL, bah, j'ai pas la fibre, mais le maximum de DSL que j'ai, je suis pas très loin du répartiteur. Oui, c'est ça. Donc, bah voilà, parce que vous n'êtes pas loin du répartiteur. La DSL donne peut-être de moins en moins de monde, ce qui permet de... Non, c'est une question d'être proche. Il a raison, c'est une question d'être proche du centre. Sinon, vous avez le débit en fait qui va chez les voisins d'abord avant d'arriver chez vous. Et... C'est qui? D'accord. C'était un extrait au bar de l'économie de Justin Bieber et Shawn Mendes avec leur titre Monster sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, nous parlons de la création en Berne, des commerces. On va parler de cookies sur Internet et de RGPD. Pour cela, j'ai à mes côtés Grégoire Anquier, directeur juridique et conformité et affaires publiques de Data Legal Drive, et puis Laurent Gage, président de l'Union des commerçants d'Anguin-les-Bains, et donc en charge du marketing territorial de la ville d'Anguin, puisqu'il est conseiller municipal. Alors, Laurent Gage, donc vous avez choisi pour Anguin et pour l'Union des commerçants, j'imagine, la Poste pour faire du click and collect. Donc, il y avait un grand pas. On n'était pas encore tout à fait au point chez les commerçants. Le click and collect, finalement. Oui, on était dans la moyenne nationale, c'est-à-dire que moins d'un tiers de nos commerçants ont un site internet et encore moins un site click and collect. Alors, c'était évidemment une politique volontariste à la fois de l'économie de la ville, du maire bien évidemment, qui a été moteur et qui finance en partie ce projet, financé aussi par la région à travers Benjamin, et financement par notre association Commerce Anguin, effectivement, qui donne... c'est un principe assez simple pour le commerçant, puisqu'il va sur le site Ma Ville Mon Shopping, crée son commerce,
prend la photo et puis met directement en ligne ses produits avec la possibilité d'y mettre son stock. Et puis deux possibilités s'offrent à lui. Vous avez la personne qui a vu à travers Ma Vie Bon Shopping et est intéressée par le produit, il va cliquer et va aller chercher son produit chez le commerçant. Ou autre possibilité pour le commerçant, c'est d'utiliser la poste avec les postiers sur une dynamique très locale et pouvoir livrer le colis à des défiant des prix de concurrence parce qu'on peut être aux alentours de 5 € pour la livraison grâce au postier. Donc vous voyez qu'on reste excessivement à la fois local mais aussi moderne puisque le commerçant a une vraie vitrine et a cette souplesse de pouvoir être dans la continuité et d'offrir ce service parce que ça ne va pas remplacer un petit commerce, c'est un service. C'est un service supplémentaire. C'est un service Tout à l'heure, vous avez parlé du principe de réalité pour les commerçants. Alors, où en est-on, et notamment pour les commerces d'Enghien-les-Bains, puisque, je rappelle, vous êtes président de Commerce Enghien, donc l'Union des commerçants à Enghien. Alors, on est sur le click and collect ou sur... D'une manière générale, au niveau de la digitalisation, j'allais dire. Alors, sur la digitalisation, il y a quelques commerçants qui avaient leur propre site. Aujourd'hui, on a une quinzaine de commerçants qui est sur Ma Ville Mon Shopping et qu'on retrouve aussi sur le site de la ville, en relais. Donc, et j'invite évidemment cette politique volontariste pour les commerçants de s'y inscrire, parce que ça permet d'abord d'avoir une existence, entre guillemets, sur Internet, parce qu'on sait aujourd'hui la puissance de Google et la puissance d'Internet. Pas d'existence sur Internet, parfois pas d'existence du tout. Ça aussi bouleverse leur zone de chalandise parce qu'on peut effectivement avoir ce commerce de proximité grâce au relais de la poste, mais ça ouvre aussi les possibilités qu'un client de Montmorency, un client de Sauzy, un client de Saint-Gratien et au-delà peut découvrir une boutique à travers le click and collect. Donc ça permet aussi cela. Donc il faut être vraiment conscient que nous sommes dans une... c'est plus qu'une évolution. On est entre l'évolution et la révolution. Pourquoi? Parce que on reviendra pas en arrière. On ne fera qu'avancer dans ce style de nouveaux domaines économiques qui se dire j'ai ma boutique physique et elle est là, ce qu'on appelle le Phygital. Je suis physique, mais je suis aussi digital. Ce Phygital, c'est la clé de 2021 pour les commerçants. On n'est pas à l'abri en 2021 d'avoir une année de continuité 2020, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être un vaccin, on n'est pas encore en sortie de crise, loin de là. Donc personne ne sait encore aujourd'hui, alors qu'on parle de ces discussions, où on sera en 2021. Donc, bien gouverner, c'est prévoir. Et bien pour les commerçants, il faut prévoir que 2021 sera une année peut-être encore un peu difficile. Et j'invite vraiment, et à la fois ceux qui veulent faire, nos commerçants, d'ouvrir Ma Ville Mon Shopping et puis pour les Anguinois et Anguinoises de faire peut-être leurs courses en toute sécurité à travers ce nouveau service. Alors, c'est pas forcément la panacée, bien sûr. Le click and collect, c'est un moyen de pallier à notre confinement et on sait très bien, comme l'a rappelé le président hier, même s'il a donné des espoirs, qu'il faut être responsable et rester prudent parce que si ça se trouve, le vaccin n'arrivera qu'au mois de juin. Donc, on ne sait pas encore un petit peu exactement ce que vont dire les autorités de santé sur les 10 labos qui cherchent. Et j'en parle régulièrement, bien sûr, à ce micro. Parce que est-ce que les commerçants ont aussi la volonté de faire de l'envoi postal pour agrandir leur zone de chalandise? Encore une fois, ils n'auront pas le choix. Comme toute espèce, si on ne s'adapte pas, on meurt. Mais est-ce que les mentalités sont dures à évoluer finalement? Oui, est-ce qu'il faut les tirer, leur engagement en tant que président? Il faut les pousser. Et en même temps, je leur dis que leur ADN d'un commerçant, c'est de recevoir du monde. Leur ADN, ils ont passé leur vie dans leur boutique. Parfois, ça s'est transmis entre grands-parents, parents, petits-enfants. Donc, leur ADN de la construction, c'est de recevoir du monde comme s'ils étaient chez eux, etc. Donc là, on a un nouveau business model. Alors, il y a une génération qui va aussi, à un moment donné, je dirais, prendre sa retraite. Une nouvelle génération de commerçants arrive. On voit bien quand même qu'en 2020, il y a une transformation, quand même, un vrai mouvement de fond. Mais c'est vrai qu'il faut les pousser. Il faut les pousser que... ne pas penser que ouvrir un click and collect, c'est faire en sorte qu'il n'existe plus. Non, bien au contraire. C'est parce qu'il y a click and collect qui vont être dans leur continuité du parcours client. Un client, ça ne s'arrête pas quand vous êtes fermé. Un client peut, à 20h, taper Ma Ville Mon Shopping, regarder quelque chose parce qu'il a fini très tard, et puis se dire, bah, tiens, ce petit haut, cette paire de chaussures, j'ai envie de l'essayer, c'est fermé là, mais je vais le commander, et j'irai demain matin dans mon commerçant, et puis si ça ne va pas, je change.
cette continuité, ce parcours client qu'il faut absolument préserver, et encore plus en période de confinement. Parce que c'est une manière bien française que de faire son marché, marcher dans la ville, s'arrêter de commerce en commerce. Les Américains, eux, ils ont des grandes étendues, donc ils prennent une voiture, ils s'arrêtent à un commerce, ils reprennent la voiture, ils vont à un autre. C'est complètement différent, la mentalité du Français. Bien sûr, ça fait partie de l'art de vivre à la française. Enfin, de l'européenne, même, c'est européen. L'art de vivre à la française, c'est effectivement, c'est un café en terrasse, et puis après, déambuler dans la rue et regarder l'attractivité d'une vitrine. C'est vrai, aujourd'hui on en est un petit peu, je dirais... on en est privé, carrément. On en est privé aujourd'hui, il y a une forme de privation de liberté. En revanche, dans 2 ans, dans 3 ans, on peut pas, on ne veut pas de commerce et de vie complètement fermés, parce qu'aux États-Unis, après la crise de 2008, combien de centres-villes ont été désertés aux États-Unis après la crise de 2008? Eh bien, les banques sont solides, mais jusqu'à quand? La dette, on en a parlé, quand est-ce qu'il faudra la rembourser? En attendant, on a un outil, Ma Ville Mon Shopping pour la ville d'Anguin-les-Guérins et pour les Antinois et Angouinoises. Profitez-en, en plus il est gratuit, puisque la mairie a pris en charge une grande partie de l'installation. Commerce Anguin aussi et la région, donc j'ai dirais, amis commerçants, profitez-en. C'est vrai, profitez-en, parce que c'est pas rien comme investissement. La ville d'Anguin a investi 17 000 euros pour les commerçants de la ville. Et surtout, c'est pratique et c'est facile. C'est pratique et c'est facile, donc allez-y, si vous êtes commerçant, profitez-en. Peut-être... Non, je suis totalement Grégoire d'accord avec ce que vous dites, Laurent. Cette évolution et cette complémentarité. Et je crois même, au-delà de ça, c'est bien de faire du click and collect et d'avoir justement une politique de digitalisation du commerce et de basculer dans le e-commerce. Mais je crois aussi, si on a un regard un petit peu plus sociétal sur ce qui se passe, on a vécu cette privation du commerce pendant plusieurs mois, 2 mois au premier confinement, là on le revit encore, et on sent en fait chez les gens, en tout cas moi je le sens, cette envie d'avoir du contact avec mon commerçant, avec mon opticien, avec mon fleuriste, avec mon boulanger. Alors c'est vrai, le boulanger on l'a vu de temps en temps, pendant le confinement, c'était normal, avec mon boucher, et ça ne va pas disparaître en fait ce contact, et je pense qu'il va même être renforcé pour moi. Et c'est pour ça que je vois vraiment l'initiative de la ville comme étant une complémentarité. Et demain, quand on va pouvoir ressortir, prendre le petit café, la petite mousse le soir après le boulot, et puis d'aller passer chez son opticien, chez son petit commerçant de chaussures, etc., et ben on va renouer ce contact qui nous manque tellement. Et je trouve que ça, c'est aussi ça qu'il faut avancer un peu. Laurent Gage. Oui, alors c'est marrant parce qu'on a 2 perspectives un peu philosophiques. Au mois de mars, au premier confinement, on était tous là, on va reconstruire le monde d'après. On est au mois de novembre-décembre, 2e confinement, on veut juste retrouver le monde d'avant. Donc vous voyez qu'en 6 mois, il s'est encore passé beaucoup de choses dans l'état d'esprit. Et un éternel aller-retour finalement, c'est l'être humain, on est comme ça. Mais d'un autre côté, l'avantage du click and collect, c'est que ça profite à ceux qui travaillent tard, comme vous l'avez dit, Laurent Gage. Mais de l'autre, comme vous l'avez dit vous aussi, Grégoire Anquier, ça participe à tous ceux à la solitude, à combattre la solitude que d'aller voir son commerçant, que de discuter. D'ailleurs, quand on est pressé et qu'on est derrière une personne plus âgée qui discute pour rien, finalement, ça nous énerve, nous les plus jeunes, on est bien d'accord tous. Mais en même temps, on comprend très bien, avec ce confinement, on comprend mieux finalement les personnes âgées qui discutent le bout de gras avec leurs commerçants. Alors, autre chose qui fait du bien dans la ville, c'est les fêtes quand même de fin d'année. Bon, on va en être un peu privé, mais à Anguin, Laurent Gage, vous ouvrez le 27 novembre les illuminations et la musique alors. Alors oui, il va y avoir, on va faire, c'est une période joyeuse. Alors évidemment toute sécurité parce que c'est important pour tout le monde, mais on a bien évidemment la ville qui sera illuminée vers le 27 novembre au tour. Il va y avoir la mairie, l'église, un petit peu de patrimoine qui sera joliment décoré. Vous allez avoir évidemment la décoration des centres-villes et puis nous allons faire en sorte d'égayer la rue de Gaulle, d'égayer la rue d'Ormesson et puis la rue de Morat avec de la musique, avec des plages de musique parce que la musique adoucit les mœurs. Et puis nous allons faire aussi la piétonisation de la ville pendant 3 week-ends, les 3 premiers week-ends de décembre, qui va permettre effectivement d'être tranquille, de faire ses courses tranquillement en toute sécurité, parce que c'est important, comme ça on n'aura pas cette distanciation pourra
finalement... Donc ça veut dire que les commerces seront ouverts également les samedis et les dimanches, alors, les samedis et les lundis alors on est sûr de faire la piétonisation le samedi. Le dimanche, on va attendre un petit peu le retour de tous les commerçants. Je suis toujours prudent avec les commerçants, mais je pense qu'il y aura le principe d'économie à un moment donné. Mais au moins, je sais qu'ils seront ouverts les 2 derniers dimanches, ça c'est sûr. Voilà, mais en tout cas, les 3 samedis du mois de décembre, les 3 premiers samedis avant Noël, ça sera piéton. Voilà, bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent faire du shopping à Enghien, piétonnier, rendre piétonnier les 3 rues principales au niveau des commerçants. Des commerçants accueillants et de la proximité. Alors justement, vous êtes commerçant, Laurent Gage, vous avez la boutique qui s'appelle Instant Gourmand. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les fêtes? Faites-nous saliver un petit peu. Écoutez, on aura toujours d'abord on aura de qualité d'accueil. Je ne vais pas dire qu'on aura le petit chapeau de Noël, mais en tout cas on aura évidemment la partie sucrée, la partie salée, la partie traiteur pour ceux qui veulent évidemment faire son repas de Noël et d'accueillir autour de 6 convives, 6-8 convives, eh bien on pourra s'occuper du repas de Noël. Évidemment, il y aura la bûche de Noël, évidemment, on a toute la partie épicerie fine pour Infiniment Gourmand, avec des cadeaux que vous pouvez faire. Est-ce que le panier cadeau avec plein de choses à déguster revient à la mode? Alors depuis 3 ans, on est en très très nette progression. Le cadeau culinaire, aujourd'hui, est vraiment quelque chose qui s'offre avec grand plaisir. Alors évidemment, il faut être très sélectif au niveau des produits sur l'épicerie fine. Des produits, on essaie d'aller trouver des produits qui ne sont évidemment pas vendus, en tout cas d'avoir une grande qualité de choix de produits. Donc oui, le cadeau d'épicerie fine aujourd'hui, depuis 3 ans, on a vraiment une vraie progression sur cette idée cadeau, un peu originale. Beaucoup se sont mis à la cuisine et de plus en plus, on a aussi un mouvement de fond de faire un petit peu soi-même et en tout cas de bien manger. Donc ça accompagne effectivement cette fin d'année avec un petit cadeau, un panier gourmand, évidemment. Alors comment vous l'avez vécu vous-même, le confinement et donc cette perte de chiffre d'affaires? Vous avez fait appel aux aides de l'État ou bien vous avez préféré... Au premier confinement, évidemment, c'est un choix délibéré de prendre le PGE. D'abord pour me rassurer, parce qu'on ne savait pas où on allait. Vous savez que la Covid fait pas bon ménage avec l'économie. D'abord, ça nous empêche de circuler. Et 2, on manque de perspective, évidemment. Et pour un chef d'entreprise, c'est compliqué de manquer de perspective. Donc, il y avait cette occasion-là. L'État a un petit peu desserré les taux de cette problématique, je dirais, de trésorerie avec ce PGE. Je l'ai pris au mois de mars. Pour l'instant, j'espère le rembourser tout de suite. J'ai pas trop touché, un tout petit peu à cause du... Donc c'était juste pour faire un petit panier de sauvegarde au cas où. Voilà, mais vous essayez de ne pas y toucher pour le rembourser au plus vite. J'essaye absolument. En revanche, vous dire qu'effectivement, le mois de mars a fait perdre de la liquidité et de la trésorerie, évidemment que oui, parce que quand vous êtes fermé pratiquement 55 jours, et puis après vous ouvrez sur les périodes du mois de mai, juin, où là il y a quasiment peu de mariages, peu de communions. Vous enchaînez sur le mois de septembre et vous revenez sur un confinement. C'est très délicat, surtout qu'on est lié quand même à la fête, puisqu'on fait les gâteaux d'anniversaire, on fait des mariages, on fait des baptêmes, donc les traiteurs, donc on est lié à la fête. Et c'est aujourd'hui la fête, je ne vais pas dire qu'elle est finie, mais elle est restreinte. Donc oui, économiquement, voilà, je croise les doigts pour faire un très bon mois de décembre, qui va me permettre en toute tranquillité, je dirais, de rembourser ce PGE, parce qu'à un moment donné, il faudra bien rembourser, et je préfère le rembourser tout de suite. Et puis après, le plus vite possible. Au fur et à mesure, peut-être retrouver une trésorerie saine, et on verra. Voilà, donc comme disait Grégoire Anquier, allez chez vos commerçants pour commander du Made in France, au lieu de commander toujours des choses à droite et à gauche. Consommons et puis, local. voilà, consommons local, et ça fait du bien à l'économie. Merci beaucoup. Musique? Dépêche-toi, hein. Oui, non? Et on change de sujet au bar de l'économie, toujours bien sûr en FM avec Radio Enghien, et puis en vidéo direct live sur Facebook et bien sûr sur YouTube. Puisqu'on change de sujet avec Grégoire Anquier, directeur juridique de Data Legal Drive, une start-up, comme on dit dans notre langage franco-anglais, de la Legal Tech. Vous éditez un logiciel de pilotage de la conformité RGPD. Alors pourquoi un logiciel de pilotage, Grégoire Anquier? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le RGPD? Le RGPD, c'est le Règlement Général de la Protection des Données Personnelles. Ça fait 4 ans qu'il a été voté, en avril 2016, 4 ans et demi.
Et ça fait depuis 2 ans et demi que ce règlement est obligatoire pour l'ensemble des entreprises, en France, en Europe et aussi à l'international. L'obligation, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous êtes une entreprise, profession libérale, un indépendant, un artisan, une ETI, PME, grand compte, et que vous collectez des données personnelles, nom, prénom, le comportement d'un utilisateur sur le web, vous avez l'obligation, je dis bien l'obligation, de vous mettre en conformité avec cette loi européenne. La sanction, en fait, on en a beaucoup parlé en mai 2018, parce que il y avait la sanction. Avant, quand on parlait de données personnelles... Des amendes. La sanction, c'est des amendes et quelquefois énormes. Énorme. On l'a vu encore récemment avec une société de gestion immobilière, il y a quelques jours, qui a voulu essayer de un petit peu déroger en fait à la sanction prononcée par la CNIL. Hein. La sanction, c'était 400 000 €. On parle quand même de sommes assez impressionnantes pour les entreprises, parce que cette entreprise, en l'occurrence, n'avait pas sécurisé l'usage des données personnelles, notamment laisser ouvert en fait la carte vitale, c'est-à-dire la donnée carte vitale, les données des personnes en fait dans le cadre qui était utilisé par cette société étaient en fait complètement ouvertes et accessibles par des tiers. Donc le RGPD, c'est fondamental aujourd'hui, c'est même un projet d'entreprise qui accompagne aujourd'hui la vie des entreprises. Et chez Data Legal Drive, on a eu en fait l'ambition dès 2018 de mettre en place et de proposer à l'ensemble des entreprises françaises, aujourd'hui il y a plus de 600 entreprises qui sont clientes de Data Legal Drive, un logiciel métier qui leur permet de dépasser l'usage d'Excel et d'assurer en fait la pérennité, le suivi, l'historisation, la gestion au quotidien des données personnelles. Donc par exemple, on prend un exemple concret, demain j'ai un de mes clients qui souhaite sortir de mon fichier client. Je ne veux plus, par exemple, moi, être soumis à la logique de fidélité. Eh bien, l'entreprise doit pouvoir déjà recevoir cette information, et quelquefois c'est très compliqué, doit pouvoir y répondre, et le règlement pose des délais de réponse. Et si on ne répond pas dans les temps, eh bien, on prend un risque, et ce risque, c'est même jusqu'à aller à la sanction. Voilà. Alors, imaginons que j'ai justement décoché auprès d'une entreprise la petite case où désinscrire de ma newsletter que je reçois par email, et que la société n'agit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, d'abord, d'y aller d'un point de vue, on dirait, amiable, de renouveler en fait votre demande. Mais déjà, en faisant cette étape, l'entreprise se met déjà en risque. Il faut savoir que le RGPD a reposé un principe très clair dans les relations B2C, le principe du consentement. Quand je suis dans une relation B2B, le consentement, on peut l'aménager. Mais quand je suis dans une relation avec un consommateur, mon entreprise, pour pouvoir prospecter cette personne avec un email ou pour lui adresser justement de la publicité, pour qu'il puisse acheter les produits, je dois obtenir son consentement et l'enregistrer. Si je n'ai pas son consentement, je ne peux pas faire de la prospection. Donc, dans votre situation, vous refaites un email en fait à l'entreprise, vous la mettez en demeure de respecter en fait votre consentement. Je ne veux plus recevoir votre prospection. Et si jamais l'entreprise ne fait rien, la CNIL vous ouvre ses bras. C'est-à-dire vous avez la possibilité. Il faut écrire à la CNIL carrément. Vous avez la possibilité. La CNIL s'est renforcée aujourd'hui de manière très forte avec des équipes. On a eu un nombre de plaintes très fortes qui ont été déposées à la CNIL. Le bilan de la CNIL a mis en exergue en fait des milliers et des milliers de plaintes. La CNIL traite ces plaintes et bien souvent ça peut quelquefois soit se solder par un petit rappel à l'ordre, soit voire pour des grandes entreprises qui ont les moyens en fait de mettre en place le RGPD, eh bien des sanctions, et c'est même quelquefois même public pour l'entreprise. Donc le bad buzz derrière qui peut, voilà, moi entreprise je ne suis pas capable de gouverner, d'avoir une bonne hygiène de la data de mes clients, donc, ou voire même de mes salariés, parce que ça concerne aussi les données des salariés, voire des fournisseurs derrière. Bien sûr, ça concerne tout le monde, que ce soit externe ou interne à une entreprise en fait. Exactement. Alors, la nouveauté, c'est la CNIL qui, il y a quelques semaines, a publié ses recommandations sur l'utilisation des cookies et le consentement à la publicité ciblée sur Internet. Alors peut-être, on va parler bien sûr de ça et on va être très, très concret, hein, Grégoire Anquier. Alors déjà, rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un cookie, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, en fait. Alors, je vais vous donner la recette du cookies. Le cookies. C'est pas exactement. Le cookie, c'est quoi? Aujourd'hui, dans le langage en fait, informatique, le cookie, c'est une petite quantité d'informations qui va être stockée sur votre ordinateur et plus particulièrement dans votre navigateur web, Internet Explorer,
Chrome, quand vous allez naviguer en fait sur un site, le site va déposer délicatement toute une série de cookies qui vont permettre en fait à l'entreprise d'observer votre comportement, sur quoi vous allez cliquer, qu'est-ce que vous allez choisir, par exemple vous êtes sur le site d'Amazon, sur le site de la Fnac, qu'est-ce que vous choisissez comme produit, etc. Et ce cookies va enregistrer cette information, va la redispatcher en fait auprès des annonceurs, qui vont leur permettre ensuite, si vous basculez sur un autre site, eh bien de vous reproposer en fait de manière tout à fait habile, dans soit un footer, soit sur le côté de la page web, eh bien, le produit que vous avez vu, que vous avez sélectionné déjà sur le site Amazon, etc. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on observe? C'est ce cookies, en fait, il donne une information sur votre vie privée, sur votre navigation. C'est une donnée perso qui transpire en fait dans le cadre de ce cookies. Et la CNIL, elle est venue par plusieurs étapes. En 2013, elle a obligé en fait les entreprises à se dire, voilà, vous devez informer les internautes de ce que vous faites avec les cookies. Alors on a vu apparaître toute une série de bandeaux qui quelquefois nous irrissent le poil. Ils sont en haut, en bas, ils prennent la totalité de la page web et en gros... on nous propose des objets à acheter en fait, c'est ça que vous voulez dire? Non, on vous propose des bandeaux pour vous indiquer que, attention, il y a des cookies qui vont venir se déposer. Regardez ce qu'il y a, accepter ou pas. Accepter etc. ou refuser. Accepter ou refuser. Et en fait, le phénomène qui s'est passé en 2013, c'est que vous aviez beau refuser, le cookies, dans certains cas, se déposait quand même. Vous aviez beau continuer votre navigation sans mettre accepter, le cookie se déposait quand même. Soit vous continuez votre navigation et le cookie se déposait. Oui, mais parce que la petite astuce que vous n'avez pas encore dit, mais peut-être que c'était votre intention, c'est qu'effectivement, on a ce rectangle qui apparaît, qui marque accepter ou refuser. Mais en plus, il y a un tout petit, dans ce rectangle, il y a un tout petit encadré qui souvent est en grisé, où il y a marqué « Voir nos partenaires ». Et c'est ça aussi qu'il faut décocher. Absolument. Alors en fait, ce que je vous décrivais, c'était 2013. 2020, nouvelle recommandation de la CNIL dans la logique du RGPD, très claire. 1. Tous les sites web doivent informer, dire qu'elles peuvent déposer des cookies. 2. C'en est fini de manière totale et définitive de la poursuite de la navigation avec un cookies qui se dépose automatiquement. Aujourd'hui, si je ne dis pas oui, et si l'entreprise, justement le site web, n'enregistre pas ce consentement, le cookies ne se dépose pas. L'internaute est maintenant, en fait, pour le dire autrement, on passe d'une logique où, en fait, où le marketing du web était subi en fait, par les internautes par une logique de marketing choisie. Et ce qui fait que, pour répondre à votre question, un site web, bien sûr, va déposer ses propres cookies, mais va aussi utiliser des cookies type Google Analytics ou des cookies de tiers parce qu'il a un contrat avec un prestataire extérieur qui va faire des mesures d'audience, en fait, voir un petit peu. Et donc, il faut aussi que quand ce bandeau en fait, apparaît, ce cookie wall apparaît, eh bien que l'internaute, s'il souhaite justement avoir un accompagnement sur le web pour qu'on puisse suivre sa navigation, qu'il l'accepte véritablement et qu'il accepte aussi que des cookies tiers de donc prestataires. Donc ce qu'on appelle les partenaires, enfin, ce qui est appelé par eux les partenaires, ouais, et souvent il y en a une cinquantaine. Souvent il y en a une cinquantaine. Le mécanisme qu'on voit dans notre quotidien, c'est que moi-même je le vois, en fait c'est un frein quelquefois à la navigation et plutôt que de s'embêter, de prendre quelques minutes, on refuse et on avance dans la navigation. Et ça, c'est un vrai risque, en fait, pour les entreprises. Et en fait, c'est une erreur de notre part. Il faut aller plus loin et cliquer dans « Voir nos partenaires ». Mais bon, ce qui est agaçant, c'est qu'on est obligé de le faire à chaque fois. Moi, alors, est-ce que là, la CNIL, pourtant, enfin, elle a fait de nouvelles recommandations le mois dernier, non? Vous réveillez un vieux débat, en fait. Un très vieux débat. Je me souviens il y a 2 ans, quand on parlait de cette fameuse directive e-privacy, qui finalement n'est pas encore votée, mais qui va arriver. Est-ce que le consentement de l'internaute doit se faire site par site ou une bonne fois pour toutes dans le navigateur? On a eu des débats dans la French Tech sur ce sujet et le leitmotiv en fait de toutes les entreprises du e-commerce notamment, mais toutes les entreprises en fait qui font du business sur le web, c'est de se dire on veut conserver une relation avec notre internaute, on veut pouvoir l'accompagner dans le suivi de son site, de sa navigation, etc. Et si on décide, si on décrète en fait que le consentement se fait au niveau du navigateur une bonne fois pour toutes,
c'en est fini en fait de la bonne connaissance qu'on peut avoir de l'internaute, c'en est fini de l'accompagner, de améliorer en fait nos produits et services, et donc on a besoin de conserver ce lien. Donc le choix intelligent en fait qui a été porté par la CNIL, c'est de se dire oui, on vous responsabilise, vous, chaque entreprise, informez. Et d'ailleurs, il y a des sociétés qui sont créées comme Acceptio, Didemi, il y en a plein d'autres, j'en cite juste deux qui sont acteurs sur le marché, qui proposent aux entreprises des solutions très pédagogiques, très sexy, très friendly dans le cadre de la navigation. Vous avez juste un petit pop-up qui apparaît sur le côté, c'est plus ce gros bandeau qui empêche la navigation, permettent justement de comprendre de manière très pédagogique ce que c'est que le cookies, pourquoi il vient se déposer, pourquoi je fais un cookie avec un tiers, pourquoi il y a Google qui est là derrière. Parce que ça a aussi des avantages, le cookie, ça n'a pas que des inconvénients. C'est que ça nous permet... Alors donnez-nous les avantages. L'avantage, ce que je vous disais, c'est que pour une entreprise de savoir par exemple que le comportement d'un internaute, c'est d'aller plutôt cliquer sur une grande partie en fait, du site web et pas sur une autre, ça va permettre en fait à l'entreprise d'adapter en fait son site web, de le faire évoluer et de le rendre plus ergonomique. On parle de UX dans notre jargon, c'est-à-dire de cette expérience utilisateur. Et ça c'est important. Et le cookies quelquefois vient informer en fait l'entreprise là-dessus. Mais derrière c'est aussi votre panier d'achat. Hier je faisais par exemple une commande sur Oui SNCF. Finalement j'arrête ma commande. Je quitte Internet. Et puis je me dis, ah mince, j'ai oublié d'enregistrer, je ne me suis pas connecté avec mon code et mot de passe. Et bien, grâce au cookies qui s'est déposé, je reviens 1 heure après et ma commande, elle est toujours là. Ça présente un avantage aussi dans la navigation. Ça évite tout le temps de mettre son code et mot de passe, etc. Vous voyez, ça facilite aussi la vie des internautes. Il ne faut pas le voir simplement comme une intrusion, en fait, mais il faut le voir aussi comme un avantage dans le cadre de cette navigation pour aider les internautes. Non, l'intrusion, en fait, c'est surtout les partenaires, parce que si on ne décoche pas les fameux 50 partenaires, d'ailleurs souvent il faut marquer bloqué, eh bien on reçoit plein de publicités, et après les internautes se plaignent en disant ma boîte mail est tout le temps spammée, je reçois 50 mails de publicité en anglais, en je ne sais pas quelle langue, et ça sert à rien. C'est pas strictement lié aux cookies. Je pense que c'est aussi lié au comportement que nous avons, nous, il faut aussi nous responsabiliser. Nous, internautes. Dans l'usage, la diffusion de nos propres données personnelles. Et ça, il faut être vigilant. Quand je mets mon nom, mon prénom, mon adresse email, c'est bien, c'est facile. Il faut peut-être que j'aille voir aussi la politique de confidentialité en fait, de ce site web. À qui va-t-elle diffuser mes données ? Et on sait qu'il y a un vrai marché aujourd'hui. Les data brokers, ces gens qui collectent des données personnelles et qui les rediffusent ensuite aux entreprises. Et bien voilà, peut-être ce premier temps, c'est de se dire, c'est ma data, mes données sont personnelles, c'est ma vie privée, et j'ai une bonne éducation dans la gestion de mes données. Et je pense que nous-mêmes, quand on est aussi parents, on a des enfants, on doit apprendre aussi à nos enfants, quand ils naviguent, et bien de faire attention à leurs données personnelles. Merci pour tous ces rappels. Grégoire Anquier, je rappelle que vous êtes directeur juridique conformité chez Data Legal Drive. Alors, toujours dans les améliorations demandées par la CNIL le mois dernier, vous avez dit c'est un marketing finalement choisi maintenant par l'internaute, mais en même temps c'est un droit vivant. Alors est-ce que la CNIL c'est franco-français ? Est-ce que donc à qui s'appliquent ces règles que veut la CNIL ? Et est-ce que les sociétés étrangères, notamment chinoises et américaines, vont pouvoir la respecter. C'est toute la difficulté de l'application extraterritoriale d'une réglementation européenne. D'abord, c'est une réglementation européenne. Pour répondre très simplement à nos auditeurs, aujourd'hui, une société étrangère qui fait du business sur le territoire français doit se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Il n'y a pas tortillé, c'est la règle. Les Américains l'ont fait il y a quelques années avec cette réglementation sur la lutte anticorruption. Ils appliquent de manière extraterritoriale, et bien on peut être fier aussi que l'Europe est aussi capable de tenir un petit peu la dragée haute aujourd'hui à la Chine, aux États-Unis. Et on le voit, ce phénomène, en fait, le RGPD aujourd'hui, eh bien en quelque sorte contamine en fait le monde entier. Les réglementations américaines, le CCPA, au Brésil, dans les pays du Maghreb, tous les pays en Chine. Pas totalement encore, mais on arrive parce que ça devient la norme en Asie. Le RGPD devient une norme. Et donc, cette logique d'informer, de consentir, d'enregistrer devient de plus en plus la norme en fait, pour les entreprises mondiales.
Et ça, c'est une vraie révolution en fait dans le cadre de la gestion des données personnelles. Alors pour les sociétés qui travaillent à l'export, donc pour les sociétés françaises par contre qui travaillent à l'export, vous dites que le RGPD va devenir une règle au Brésil, au Canada, aux En tout cas, États-Unis, ils en vont Asie. voter leur propre loi qui va s'inspirer. Est-ce fortement. qu'on va devoir aller regarder donc un RGPD par pays? Comment ça va se passer? Alors, il va bien sûr il y a un RGPD par pays. On le voit aux États-Unis, certains États, la Californie a, on va dire, son RGPD, qui a une couleur américaine. Le Brésil le fait, vote une loi, et donc l'entreprise à l'export, eh bien, même si elle a des bons mécanismes, des bons automatismes, parce qu'elle les a depuis 2016 et même 2018 sur le traitement des données personnelles, eh bien, elle va arriver par exemple sur le territoire brésilien avec justement sa bonne connaissance du traitement des données personnelles et va pouvoir s'adapter à la réglementation locale qui va reprendre, on va dire, la moelle osseuse en fait. Parce qu'aujourd'hui, les données personnelles, la data, ça circule, ça devient un élément essentiel en fait de l'activité économique. Et donc, gouverner de manière uniforme les data, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau mondial. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment le sens de l'histoire. Laurent Gage, ça vous parle, vous, donc la CNIL bien sûr, données RGPD bien évidemment, puisque en même temps, je sais que vous enseignez le marketing. Oui, alors, ça me rappelle les fondamentaux du marketing, qui étaient... c'est toujours une notion de pouvoir. On avait le pouvoir des marques à une époque, dans les années 60, sur le marketing de masse, puis on s'est transformé en pouvoir du consommateur, puisqu'il a le choix aujourd'hui. Et il a reperdu un tout petit peu ce pouvoir avec l'arrivée d'Internet et ses fameux cookies, parce que les sociétés veulent absolument savoir quels sont les changements des comportements de leurs consommateurs. Et à travers l'usage, évidemment, d'Internet, on a vu un petit peu la traçabilité de ce consommateur, où il va, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi finalement, parce que derrière, il y a évidemment l'économie. L'économie, c'est j'ai les données de mes consommateurs, je sais ce qu'ils font, à quel moment ils le font et à quelle heure, et surtout ce fameux taux de transformation. À un moment donné, pourquoi ils ne valident pas mon panier. C'est aussi ça la bataille des cookies, c'est faire en sorte que je valide mon panier, et si je ne l'ai pas validé, pourquoi je ne l'ai pas validé, est-ce que je le relance par SMS, par email, etc. C'est toute cette bataille-là économique derrière un cookie, c'est bien connaître le comportement des achats, bien connaître finalement la navigation de mes futurs clients potentiels, et derrière j'en vends aussi des adresses. Donc y a-t-il une vie privée sur Internet? À partir du moment où on décide d'aller sur Internet, c'est encore un grand débat qu'on peut se poser. Quelle est la vie privée par rapport à une vie privée classique? Sur Internet, y a-t-il une vie privée? C'est un débat qu'on ne va pas aborder, si vous voulez bien, aujourd'hui, parce que je n'ai pas la réponse à la question, bien entendu. Et puis, il faut dire aussi que les internautes, quelquefois, disent beaucoup de choses sur eux-mêmes sans qu'on les pousse non plus. Il faut voir tous les réseaux sociaux. Alors, je reviens à la CNIL et à ses directives du mois dernier. C'est notamment d'obliger les sociétés à, lorsqu'on donne son consentement ou son refus, en fait, de bloquer les partenaires et de ne pas accepter les cookies de la société, du site sur lequel on va, qu'on ne soit pas obligé de les de répéter à chaque fois, de recocher ou de décocher à chaque fois. C'est bien ça, Grégoire? Absolument. La nouvelle voulue par la CNIL? Oui. Ce que demande la CNIL, c'est qu'une fois que j'ai dit oui, moi, site web, je dois conserver ce oui pendant une certaine durée. Je ne dois pas systématiquement, en fait, chaque fois que l'internaute se reconnecte au site, lui redemander son consentement. La CNIL pose des principes, ensuite aux entreprises de les faire évoluer, de les adapter en fait à leur core business, mais souvent je garde le consentement pendant 6 mois. 6 mois de la personne, et je ne viens pas la ressolliciter tous les jours, etc. Ça suppose derrière, pour mettre en place ça, c'est facile à dire, ça suppose de mettre en place en fait tout un système, dans le système informatique en fait du site, afin de conserver, et demain de pouvoir démontrer en fait avec des systèmes d'horodatage, de conservation du consentement de l'internaute. Alors finalement, concrètement, pour un chef d'entreprise, qu'est-ce que vous conseilleriez lorsque l'on fait son site internet, puisqu'on est en train de digitaliser la France finalement? Est-ce qu'il faut faire appel à un logiciel spécifique? À qui? Comment? Alors, à qui, comment? Je crois que, sans basculer dans de la publicité toute simple, mais d'avoir mis en place
le RGPD dans son entreprise, déjà cette première étape, d'avoir identifié dans son entreprise un référent RGPD qui va ausculter le fonctionnement de l'entreprise en matière de traitement des données personnelles, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est bien sûr c'est de se faire accompagner. Et on a vu l'émergence aujourd'hui d'une nouvelle fonction, un Data Protection Officer, le directeur de la protection des données. Ça a ouvert énormément d'emplois aux juristes, aux ingénieurs, aux informaticiens qui sont mis directement dans cette fonction. Et ces personnes, en fait, vont pouvoir se faire accompagner derrière par un logiciel métier. Et c'est là où notre société, Data Legal Drive, propose en fait un cockpit, une véritable gouvernance en fait de la donnée dans un seul logiciel. On a des logiciels, par exemple en matière de gestion des clients, on a des CRM, etc. Et bien aujourd'hui, la nouvelle norme, c'est d'avoir aussi un logiciel en matière de gestion des données personnelles. Et derrière, quand on est face à une entreprise qui veut mettre en place son site web, eh bien, elle doit se conformer à la réglementation. Et qui dit réglementation dit potentiellement derrière la logique des cookies. Et donc, elle doit mettre en place des systèmes type justement de gestion du consentement des personnes. Et donc ça passe aussi par des prestataires extérieurs. On ne peut pas faire l'entreprise, il faut qu'elle se concentre sur son core business. Il faut qu'elle se fasse accompagner aussi par des acteurs dont c'est le métier et qui sont capables de lui proposer des solutions innovantes qui vont lui permettre en fait de gagner du temps et de rassurer. C'est ça qui est important, de rassurer l'internaute sur, voilà, je viens sur ce site, ce site protège ma data, protège mes données, et je vais avoir une confiance dans le cadre de mon acte d'achat afin de pouvoir justement peut-être revenir par la suite. Donc en passant par la solution par exemple que vous proposez, ça peut être très simple. Est-ce qu'on peut jouxter votre logiciel avec son propre site internet ? Alors, pas exactement. Nous, notre solution, Data Legal Drive, c'est une solution de gestion, on va dire, globale du RGPD. Ce dont je vous parle sur les sites web, il y a des solutions dédiées, ce sont des acteurs précis qui existent sur le marché, qui proposent ces types de solutions. Là, nous, on intervient, c'est qu'on va permettre en fait à la personne qui gouverne les datas d'identifier qu'elle a mis en place une solution dédiée aux cookies et de définir les règles qui vont s'appliquer dans le cadre de la gestion de ces cookies. Donc en fait, nous, on est un petit peu, si vous voulez, cette plateforme de gouvernance qui va permettre en fait aux entreprises d'avoir une vision très claire. Voilà, donc on n'a pas envie d'avoir un data legal en interne, à la limite on vous le confie et ça marche. Mais ça coûte combien pour faire ça avec vous ? Alors, il y a différents prix en fonction justement des comptes, et vous avez raison de me poser la question. Aujourd'hui, on est sur des logiques en fonction, par exemple, une PME ou une ETI. Par an, c'est 2005, 3000 euros par an. Quand on aborde aussi les professions libérales, les notaires, les agences immobilières, là on est en train de développer une offre particulière avec la FNAIM. On est partenaire de la FNAIM dans le cadre d'une offre pour les agences immobilières. Une agence immobilière, ça collecte énormément de données personnelles. Et donc on leur apporte une solution sur étagère qui garantit en fait une bonne gestion des données personnelles des futurs acquéreurs ou des gens qui viennent louer des biens immobiliers. Finalement, ça remplace le fameux DPO en interne, c'est bien ça ? Alors, remplacer, non, ça l'accompagne. Quand une entreprise n'a pas de DPO et qu'elle a un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes informatiques, eh bien ce RSSI peut utiliser Data Legal Drive. Oui, mais vous preniez l'exemple d'une agence immobilière, il n'y a pas... Il n'y en a pas. Et donc elle peut se faire accompagner aujourd'hui par des DPO, des gens, des personnes dont c'est le métier, qui vont être mutualisés auprès de différentes agences et qui vont les accompagner dans leur projet RGPD. Et après, elles vont pouvoir gouverner toutes seules leurs données et donc rassurer leurs propres clients. Alors pour les commerces, donc vous parliez d'agents immobiliers, c'est des petites structures type commerce. Est-ce que là aussi il faut des RGPD ? Qu'est-ce que vous en pensez, Grégoire Anquier ? Est-ce qu'il faut aussi un DPO ? Comment font-ils ? Alors c'est un coût aujourd'hui pour une entreprise d'avoir une personne dédiée. C'est pour ça qu'aujourd'hui on le voit dans les collectivités territoriales qui sont nos clients. Les collectivités se mettent en conformité avec le RGPD parce que les données des administrés c'est important. Il faut que l'administré ait confiance en fait dans la collectivité et donc ils mettent en place notre solution pour gouverner la data. Et donc pour les petits commerces, bien sûr l'objectif d'une boulangerie c'est pas d'implémenter en fait une solution comme la nôtre. Elle récupère pas vraiment de données personnelles à part peut-être quelquefois le téléphone et le mail. Elle va récupérer les données d'abord de ses salariés. Et donc, elle doit garantir à ses salariés en fait, qu'elle traite bien les données personnelles, qu'elle ne va pas les diffuser à l'extérieur. Mais derrière, surtout, elle va avoir
ce que j'appelle, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien cette expression, on parle beaucoup d'hygiène avec la crise sanitaire, elle va avoir une hygiène de la data. Et donc quand elle va mettre en place par exemple un programme de fidélité, si elle collecte des données personnelles, par exemple on est dans un magasin de vêtements, et son obligation c'est déjà d'informer en fait que elle va traiter les données, elle va donner les informations, voilà vos données, voilà ce que je vais en faire, vous êtes d'accord? Et donc elle devrait signer quelque chose. Et bien souvent, on observe que cette étape-là n'est pas faite en conformité avec le RGPD. Et donc, il y a encore un besoin d'évolution en fait, des comportements des commerces dans le cadre d'une bonne gestion, d'une bonne hygiène des données personnelles de leurs consommateurs. Est-ce que c'est une formation que vous donnez ou est-ce que c'est des choses que vous expliquez, Laurent Gage, au sein de l'Union des commerçants Anguin? Tout l'été, on est en retard. On est en retard. Là, on est en train de récupérer le démarrage de certains pour un site internet. Leur parler d'RGPD aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'informer, on a besoin de former. Alors je crois que les CCI aussi les chambres de commerce sont aussi acteurs, la région est acteur, mais je crois qu'on a besoin de faire des sessions de formation, faire passer l'information d'abord pour une mise en cours, puisque c'est la loi, donc il y a d'abord un côté légal, et qu'il faut pas oublier, c'est la loi. Donc il faut se mettre en conformité avec la loi, et après effectivement derrière, c'est certainement de la sérénité pour l'entreprise, et c'est la sérénité aussi par rapport au consommateur qui a toute confiance quand il vient sur ce site internet. Donc on peut encore d'une opportunité, d'une menace, on peut en créer aussi, toujours pareil, l'opportunité, et ça fait des emplois. Et ça fait des emplois. Alors, Grégoire Anquier, revenons aux directives de la CNIL le mois dernier. On n'est plus obligé maintenant d'envoyer, de faire une déclaration de fichier, c'est bien ça, auprès de la CNIL? Absolument, changement de paradigme en fait avec le RGPD. Avant, les entreprises faisaient des déclarations simplifiées ou des déclarations normales. Aujourd'hui, le credo, c'est j'ai une connaissance du fonctionnement des traitements de données personnelles et donc je tiens à un registre, comme un registre comptable au sein de mon entreprise. Je sais que je gère les données de mes prospects, de mes clients. Je sais que je gère les données de mes salariés. Alors, le registre, ça peut être un petit carnet? Ça peut être un petit carnet. Ça pose la question justement de la conservation de ce petit carnet. Non, bien souvent, dans une majorité des cas, quand les entreprises abordent le RGPD, elles l'abordent déjà d'abord avec un document Excel. La CNIL fournit en fait ces outils, mais derrière elles se rendent vite compte, ces entreprises, des limites en fait de l'usage d'Excel et ont besoin en fait d'un outil, d'un logiciel métier qui suit l'actualité, qui est capable de faire évoluer en fait la réglementation dans les fonctionnalités qu'elle propose. Et la particularité qu'on a, nous, chez Data Legal Drive, on est le seul acteur du marché à proposer ce type de solution, c'est qu'on a un partenariat très fort avec Dalloz, les éditions législatives, le groupe Lefebvre-Sarru, vous savez, les codes rouges, etc. Et bien, tout ce contenu, en fait, pour les entreprises, est injecté, en fait, dans notre solution, ce qui garantit, en fait, de proposer une solution métier faite par des professionnels du droit pour les professionnels du droit. Mon équipe à moi sont des experts de la data. C'est des experts du RGPD et qui sont capables de faire évoluer très rapidement la solution pour coller au marché. On le voit, les cookies, ça arrive. Le RGPD, c'était il y a 4 ans. Nouvelle recommandation, donc un droit souple qui arrive, un droit vivant qui arrive en septembre 2020. Et bien, il s'agit pour nous de faire évoluer très rapidement. Quand vous êtes dans le guidon, dans votre métier, vous n'avez pas le temps avec votre document Excel de vous adapter, etc. Nous, on propose vraiment cette solution sur étagère, ce qui fait notre force. Et alors, si on est un petit commerce, est-ce qu'il y a des solutions, disons, raisonnables? Alors, des solutions raisonnables, oui, il y en a. Il y a, je pense, toutes sortes d'acteurs en fait, qui accompagnent et qui pourraient accompagner l'Union des commerçants et les accompagner dans une formation. Et puis, derrière, on offre, comme je vous le disais, aujourd'hui, notre solution de manière light, efficace, à l'ensemble des commerçants. En fait, on voit apparaître en fait beaucoup de commerçants. Je parlais des agences immobilières, les avocats qui aussi se mettent, les notaires. Les notaires sont en conformité avec le RGPD. Ils doivent donner de la confiance, c'est quand même très important, et qui utilisent en fait notre solution. Et c'est pour ça qu'on est face aujourd'hui, d'un point de vue économique, nous, face à un marché gigantesque en fait. Les collectivités, les entreprises, les artisans, etc. se mettent en conformité parce que maintenant, ça fait partie du credo. Donc en fait, en tant que, si on est petit commerçant, peut-être se rapprocher de sa chambre, peut-être qu'ils ont des solutions, comme vous l'avez dit. Absolument, ouais, puisque vous avez dit travailler avec pas mal de métiers, parce qu'il y a des solutions par métier. Merci en tout cas pour ce beau tour d'horizon. Donc je rappelle les nouveautés de la CNIL. C'est ça qu'on a vu avec vous, Grégoire Anquier. Si on veut vous contacter, si on a des questions,
Eh bien, on vous contacte comment ? Alors, on a un site web, datalegaldrive.com. Et puis, ensuite, on est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis présent aujourd'hui, donc contactez la radio et vous aurez mes coordonnées. Voilà, contactez le bar de l'économie et vous aurez plus d'informations. Laurent Gage, si on veut vous contacter parce qu'on est commerçant, on veut se faire aider par vous, on fait comment ? Bien sûr, mais vous avez le site internet Commerce en Gain, et puis aussi pareil, les réseaux sociaux à travers Facebook et Instagram. Voilà, il faut rejoindre Commerce en Gain parce que plus on est et plus on est fort. On a un site internet et puis on vous répondra le plus rapidement possible. Voilà. Vous pourrez retrouver cette émission, bien sûr, sur notre plateforme bardeléconomie.fr dès cet après-midi et puis sur notre chaîne YouTube, bien évidemment. En attendant, on va vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous, il faut faire attention quand même. Et puis, je vous dis à demain, bien entendu. Merci en tout cas pour votre présence à tous les deux ce matin. Merci, très belle journée à vous. Ciao, ciao.